Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du lundi 22 juin 2020. Et pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine, je suis, comme pour chaque émission, en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on passe d'abord par, en bref, les actualités de la semaine. Et on commence par Dell EMC qui, j'allais dire, est quasiment au bout du chemin de la voie de l'unification de ces gammes scale-out, de stockage scale-out qui s'appelle PowerScale chez eux. C'est ça. Alors, effectivement, il faut rappeler que Dell avait procédé. Alors, Dell avait procédé à un certain nombre de rachats, dont EMC, qui évidemment qui était le gros morceau. Et d'autres, comme EasyLoan, et donc ça voulait dire une restructuration de l'ensemble dans la gamme. Donc, comme vous disiez, Dell est en train de poursuivre ça. Donc, il y a tout ce qui est stockage principal, donc c'est les données structurées. Donc ça a été fait. Donc c'est tous les machines Power Max, Power Store, etc. Et puis des matériels qui sont encore estampillés Dell EMC. Et puis il y a, comme vous le disiez, donc là c'est une annonce dans le domaine du scale-out. Donc le scale-out, en fait, c'est le stockage qu'on peut étendre, je dirais presque à la seconde, en rajoutant des nœuds à la demande. Donc c'est un stockage qui est principalement destiné aux données non structurées. Donc ça veut dire c'est de la vidéo, c'est de l'audio, c'est du texte de réseaux sociaux, c'est des choses comme ça. Et là, évidemment, on le sait, il y a un besoin qui est absolument considérable, puisque le responsable du stockage chez Dell rappelait à l'occasion de l'annonce que d'ici 2024, le volume de ces données va tripler. Donc 2024, c'est très bientôt, c'est dans 4 ans. Et donc un triplement en 4 ans, évidemment, ça nécessite qu'on va avoir besoin de matériel derrière. Donc là, c'est l'annonce en fait de 2 nœuds PowerScale qui sont finalement structurés autour des serveurs PowerEdge, parce que donc c'est des 1U, donc c'est des boîtes qui sont c'est très, la hauteur est très très petite, et donc on peut les empiler. Donc là on peut aller jusqu'à 60 pétaoctets. Donc vous voyez que ça commence à faire un peu, ouais. Donc ça fait quand même beaucoup. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut mixer des nœuds avec des nœuds, on peut faire de l'hybride avec des nœuds EasyLoan. Donc, en gros, si vous avez déjà une baie scale-out, vous pouvez rajouter des nœuds avec ces 2 nouveaux nœuds. Donc, c'est PowerScale 200 et 600. Donc, bon, c'est une avancée. Et tout ça fonctionne sous le système d'exploitation OneFS, donc qui est le système d'exploitation qui est utilisé dans ce domaine. Ouais, donc, du marché. Intéressant, qui n'est pas révolutionnaire, mais enfin qui montre que Dell finalement continue à travailler activement sur la rénovation de la restructuration de stockage. Très bien. Alors Guy, du stockage à la sécurité, il y a un pas qu'on franchit allègrement, et on parle de Palo Alto Networks qui annonce une nouvelle version de son firewall, ce qu'on appelle les firewall NG, nouvelle génération. Alors j'allais vous dire, Guy, une nouvelle génération de plus, quoi de neuf sous les capots, même si aujourd'hui on sait que c'est du logiciel et pas forcément des appliances comme ça a été il y a quelques années. Exact, oui. Donc Next Generation, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, donc c'est presque de l'ancienne nouvelle génération, on va dire. Donc là, l'intérêt de cette nouvelle famille qu'annonce Palo Alto, il y a 2 éléments intéressants. Le premier, c'est que en fait, c'est l'utilisation de manière beaucoup plus systématique de machine learning pour détecter en temps réel les signatures des attaques inconnues. Donc en fait les signatures, c'est quoi? C'est un peu l'ADN d'une attaque. Donc et le fait d'avoir du machine learning, ça permet quand le système d'information d'entreprise reçoit une attaque finalement qui lui est inconnue, le machine learning permet finalement d'accélérer la réponse par rapport à cette attaque. C'est aussi la possibilité de réduire considérablement tout ce qui est phishing, logiciel malveillant. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que c'est l'utilisation c'est une nouvelle version du système d'exploitation PanOS,
Donc là, il y a plus de 70 fonctionnalités qui sont proposées. Donc c'est l'ensemble de ces deux données qui font que cette annonce devait être mentionnée. Dans le domaine de la sécurité, évidemment, qui, on le répète en permanence, est un domaine qui est toujours à l'actualité et qui Et à la pointe, les premières importances. On peut dire tant que l'informatique n'existe pas, le problème de sécurité se poseront. Alors, on passe à un autre domaine, dit l'informatique quantique, avec une annonce au niveau européen. Atos, qu'on connaît évidemment, qui est positionné sur le sujet. Un autre organisme qui s'appelle le CSC, à ne pas confondre avec comment dirais-je, la SS2I, l'ESN CSC, concurrente d'ailleurs d'Atos. Et puis, une entreprise spécialisée dans l'informatique quantique qui s'appelle IQM, qui s'associe pour commercialiser une offre d'informatique quantique européenne, c'est ça? Voilà, donc Atos parle d'un écosystème, donc évidemment Atos c'est le poids lourd dans cet écosystème, mais et Atos a déjà fait de nombreuses annonces dans le domaine du quantique, déjà un environnement de programmation complet, également utilise ces systèmes d'origine bulle, des supercalculateurs pour faire de la simulation du quantique, ce qui permet à cet environnement de programmation finalement de s'appliquer à une machine qui fait croire qu'elle est une machine quantique. Et dans tout ça, il manquait malgré tout un composant qui est la machine quantique elle-même. Et donc Atos s'est associé avec ces deux sociétés que vous avez mentionnées. Alors, il y en a une, AQM, qui est une start-up en fait. C'est une honnêtement, moi, j'ai entendu parler avant. Elle a levé. Alors, les deux sociétés avec lesquelles Atos s'est associé sont d'origine finlandaises. Donc ça, c'est un point qui est quand même intéressant. Donc, AQM, c'est une start-up qui a levé jusqu'à présent 30 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est pas considérable. Et quand on va sur leur site, il y a très peu d'informations. On ne sait pas encore si finalement ils ont une machine quantique qui est disponible, si c'est un prototype, ou où est-ce qu'ils en sont dans le développement de la machine elle-même. Et puis CSC, comme vous le disiez, en fait c'est une espèce de l'INRIA et du GENSI. C'est une société un peu publique-privée, une société de services et de conseil pour les entreprises publiques finlandaises. C'est Centre de technologie de l'information pour la science. Et donc, c'est cet nouvel écosystème qui va permettre, aux trois partenaires, mais principalement ce sera Atos quand même le fer de lance, de proposer une filière quantique européenne 100%. Enfin, une filière quantique globale 100% européenne. Petite information complémentaire, cette société AQM a déjà un bureau en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas restés cantonnés au niveau finlandais. Ils sont déjà un peu installés en Europe. Donc, c'est un élément qui est à mentionner puisqu'on parle de plus en plus de souveraineté dans tout un tas de domaines. Et évidemment, le domaine quantique, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça devrait pas tarder. Et donc, c'est pas inintéressant que finalement l'Europe se prépare avant, j'allais dire, qu'il ne soit trop tard. Exactement. C'est jamais trop tard, bien sûr, mais en tout cas, c'est mieux de le faire maintenant. Et alors, on verra ce que ça donne, parce que, encore une fois, comme je vous dis, AQM, c'est une start-up. Donc, c'est pas une société établie. Très bien. Écoutez, Guy, suite au prochain épisode. En attendant, on parle d'un marché qui, pour le coup, est bien actuel. Alors, on va sortir du chapeau un nouvel acronyme, dit, j'avoue, je ne connaissais pas, le VAS, le Video as a Service. As a Service. Et avec un grand gagnant, même un unique gagnant, qui est Zoom, en l'occurrence. C'est une étude d'un cabinet américain qui s'appelle Synergy. C'est ça, c'est Synergy, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est offre cloud et hébergement, et donc qui a sorti cette étude, je pense à la faveur
de la crise qu'on a vécue et qui fait que c'est un marché qui s'est quand même pas mal bousculé ces derniers temps. Et donc, en gros, je dirais qu'il y a le marché traditionnel de la visioconférence qu'on connaît, et ce marché-là, finalement, il est resté relativement stable. Donc, en gros, ça combine à la fois du matériel et puis des logiciels en mode SaaS. Et ce marché Discours, il est resté relativement stable. Et puis, il y a ce sous-marché que Synergy qualifie de Videos as a Service. Donc, en gros, c'est vous avez un PC et puis vous faites un petit téléchargement, peut-être même pas nécessaire, et donc vous pouvez faire de la visioconférence à 1, à 3, à beaucoup, à N. Et donc ce marché, lui, s'est développé considérablement pendant la crise. Et comme vous disiez, le grand, c'est Zoom, dont le chiffre d'affaires au premier trimestre a augmenté de 150%. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important. Et finalement, en peu de temps, Zoom est devenu quasiment l'égal de Cisco et de LogMeIn. En fait, LogMeIn, c'est GoToMeeting. Et il y a aussi Microsoft qui est présent, mais qui est quand même un petit peu derrière. Et alors, le dernier intérêt de cette étude, c'est de montrer que ce marché, ce sous-segment vidéo as a service, c'est celui qui croît le plus vite et qui représente, d'après Synergy, 20% de l'ensemble aujourd'hui. Donc, bon, il est possible que, je ne sais pas comment ce marché de la visio-vidéoconférence va se structurer, puisque en fait, on va du simple PC et la connexion donc via Zoom jusqu'à du matériel installé en entreprise qui est fort coûteux. Donc là, il y a toute une panoplie qui est assez large et qui permet, quand on a tout ce matériel installé, d'avoir une qualité nettement supérieure. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que le marché ne va pas s'organiser à terme vers ce sous-segment vidéo service? On le verra, mais on peut le présumer. Parce qu'il est évidemment beaucoup plus flexible et il va s'adapter, il s'adapte particulièrement au télétravail qui est en plein développement, comme on l'a dit ces dernières semaines, et on continuera certainement à le dire. Alors Guy, on attaque le volet rachat de la semaine, avec cette fois-ci c'est du côté d'IBM que ça se passe, avec un rachat, j'ose pas dire un petit rachat, mais en tout cas un rachat pas forcément très structurant, en l'occurrence Spango, une start-up dans le domaine de la sécurité, mais c'est peut-être annonciateur quand même de rachats plus importants. Oui, comme vous le disiez, c'est pas un rachat structurant, ça c'est clair. On ne connaît pas d'ailleurs le montant, mais Spanugo, c'est une start-up qui est spécialisée dans le domaine de la sécurité, qui va permettre à IBM de sécuriser un peu plus son cloud public. Donc ça, c'est une chose. C'est intéressant dans le sens où c'est le premier rachat depuis celui de Red Hat, qui là, pour le coup, était fortement structurant. Et je pense que le mot structurant n'est pas trop fort. Et puis, comme vous l'indiquiez, il y a des rumeurs qui circulent alors, il y a une chose qu'on sait, c'est que Cloudera serait à vendre, et donc IBM pourrait être un des acquéreurs de Cloudera. Donc, il faut rappeler qui est Cloudera. Donc, c'est un des 3 indépendants avec Hortonworks et Mapper. Donc, en fait, et tout ça sont des acteurs autour de Hadoop. Et je dirais qu'il y a 4-5 ans, Hadoop avait le vent en poupe. Le vent en poupe, oui. Ça s'est un peu tassé, de telle sorte que ces 3 acteurs ont rencontré assez grandes difficultés, qui ont conduit d'un côté à la fusion entre Hortonworks et Cloudera. Donc il y a à peu près 1 an et demi. Et puis de l'autre, Mapper, qui a cessé ses activités. Donc finalement, si on revient à la fusion entre Hortonworks et Cloudera, donc finalement, elle n'était pas tout à fait consommée, puisque Cloudera, qui était le fournisseur de technologie, est en train de se sortir de ce partenariat, enfin de cette fusion, et donc serait à vendre, et IBM serait un des... Sur les rangs. Sur les rangs, mais il y en a d'autres, Amazon, Microsoft, il y a pas mal de gens qui pourraient être de la partie. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine ou les semaines qui viennent. Suite au prochain épisode, j'allais dire. Alors en attendant, Guy, on parle du
dossier de la semaine. Hein. Et là, on se focalise sur une étude de McKinsey qui s'appelle tout simplement The Future of Work in Europe, et donc qui a pour ambition de dessiner un peu l'évolution des modes de travail en Europe après l'épisode Covid-19, qui évidemment aura une influence. Alors qui souligne notamment que évidemment les modes de travail sont très différents selon les pays. Hein. L'Europe, c'est pas comme les États-Unis, c'est pas un pays unique. Donc ce point de vue-là, c'est aussi assez intéressant. Alors, c'est exactement ça. Donc, en fait, cette étude, c'est plutôt une étude macroéconomique. C'est pas tellement sur l'évolution du contenu du travail, mais c'est l'organisation du travail. Et donc, pour ça, c'est une étude de McKinsey qui s'est concentrée sur ce qu'on appelle des bassins d'emploi, donc près de 1100 bassins d'emploi au niveau européen. Donc, c'est les 27 plus la Grande-Bretagne. Alors ça fait un peu drôle de dire les 27 plus la Grande-Bretagne, et puis la Suisse. Et donc, alors la première, enfin il y a un certain nombre d'idées à retenir. La première, c'est que le Covid, évidemment, a affecté considérablement le marché de l'emploi, et que selon McKinsey, il faudra sans doute plusieurs années pour revenir au niveau où on était avant la crise. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est que en fait, ce marché, il est structuré de manière très inégalitaire. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre du journaliste américain La Terre est plate, c'était Thomas Friedman, qui en fait disait avec l'arrivée des technologies, finalement, le monde va devenir plat, et ça c'était il y a quelques années. Et finalement, c'est pas du tout ce qui est en train de se produire, puisque McKinsey décompose l'Europe en trois grandes parties. Il y a en gros une cinquantaine de villes qui représentent 20% de la population, mais 45% du PIB. Donc vous voyez qu'ils captent finalement une grande partie de la valeur. Après, vous avez 30%, donc ça, c'est finalement les villes moyennes de France, hein, qu'on connaît bien et qui se sont un peu désertifiées en matière d'emploi, et qui sont en train de, je dirais pas de sombrer, mais enfin qui connaissent de grandes difficultés. Et puis tout le reste, c'est à peu près stable. Donc c'est vraiment ces trois pôles qui sont très inégaux et qui vont continuer à l'être. Et donc ça, c'est le premier. C'est un autre enseignement. Un autre enseignement, c'est que au niveau européen, il y a à peu près 60 millions donc d'Européens qui ont rencontré qui ont été affectés à très court terme par la crise. Donc ça peut être soit du chômage partiel, soit de réduction d'heures de travail, soit licenciement. Et ça, c'est quasiment 25% de la force de travail européenne. Donc c'est quand même considérable. C'est considérable. Donc ensuite, comment les choses ont évolué et vont évoluer. McKinsey relève le fait que, en fait, les Européens travaillent de plus en plus dans des pays qui ne sont pas le leur. Donc ça, il y a eu un doublement depuis 2003. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, évidemment, la technologie, et c'est un peu ce qui nous intéresse plus directement, la technologie avec l'automatisation va impacter, et là c'est le chiffre qui est donné par McKinsey, 90 millions de personnes en Europe. Donc vous voyez que c'est en gros c'est à peu près 40%, et sur ces 90 millions, il n'est pas impossible qu'il y en ait 20 millions qui soient totalement affectés, c'est-à-dire qu'en gros leur travail soit complètement automatisé. Et malgré tout ça, finalement, eh bien, alors tout ça, c'est l'objectif de 2030. Hein. Ça, c'est la cible l'horizon de McKinsey. Malgré tout ça, finalement, il n'y aura pas assez tous les emplois ne pourront pas être pourvus. Donc, vous voyez que finalement, il n'y aurait pas 36 solutions. Ça veut dire que, il faudrait automatiser plus que ce qui n'est prévu, pour faire en sorte que, en gros, l'idée, c'est de mettre en rapport l'offre et la demande d'emploi, ou alors faire venir des travailleurs qui seront en dehors de la zone européenne. Il n'y aurait pas 36 000 solutions. Donc, c'est une étude déjà qui est
intéressant de ce point de vue-là, parce que on dit toujours la technologie détruit des emplois et donc crée du chômage. Et là, finalement, malgré ça, y aurait quand même beaucoup d'emplois qui, en 2030, ne pourraient pas être pourvus. Sachant qu'évidemment, il y a une réorganisation des qualifications. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui seront obligés d'être formés ou reformés. C'est-à-dire qui ont commencé sur un premier emploi et qui seront obligés, parce que encore à en prendre un autre qui soit très, très différent. Parce que une des idées aussi que suggère McKinsey, enfin plus que suggère, que donne McKinsey dans cette étude, c'est que en fait, finalement, ils divisent un peu les emplois, les activités en deux grands groupes, des groupes un peu dynamiques et puis les groupes qui sont moins dynamiques, et les transferts se font entre chaque groupe, mais pas entre les deux. Au sein de chaque groupe, d'accord. Voilà, au sein de chaque groupe. Ça veut dire qu'en gros, si vous êtes dans une activité très dynamique et que vous allez vous reconvertir, vous allez travailler également dans une activité qui fera partie de ces activités dynamiques. Et inversement. A contrario. Donc, l'idée, c'est de faire venir des gens sur des activités qui ne sont pas, qui sont un peu traditionnelles, de les faire venir sur les nouvelles activités de l'ère de l'information, comme on dit. Les fameux travailleurs du savoir, comme on dit. Un des défis qu'il va falloir relever. Alors Guy, je propose qu'on conclue par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, avec les valorisations boursières de deux candidats, j'allais dire, bien connus. Apple, qui est habitué aux valorisations boursières stratosphériques, décidément, il est temps que je conclue. Et puis Zoom, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Donc on peut dire en deux mots que Zoom, c'est à peu près la valorisation de l'ensemble des compagnies aériennes réunies. Les 7 plus importantes. C'est ça, les 7 plus importantes. Et Apple, alors je suis perdu, je ne sais plus où en sont les chiffres, mais bon, c'est aussi... Apple, donc, pour en revenir à votre introduction, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule. Non, c'est un constat. C'est un constat, un étonnement. Donc Apple, effectivement, sa capitalisation boursière a dépassé les 1500 milliards de dollars. Alors, 1500 milliards de dollars, ça dit pas grand-chose à personne. En gros, il faut donner des chiffres un peu correspondants. Le PIB de la France est 2700 milliards de dollars. Donc ça, c'est une première chose. Mais plus intéressant, cette capitalisation boursière d'Apple correspond à peu près à la valorisation globale du CAC 40. D'accord. Donc là, déjà, on ça donne une idée, oui. Et si on regarde cette valorisation du CAC 40, on va de LVMH à 190 milliards. Donc, vous voyez, par rapport à 1500 milliards, on voit la différence. Et le plus petit en ce moment, parce que les choses peuvent changer. Peuvent varier du jour au lendemain. 6 milliards capitalisés à 6 milliards de dollars. Donc, c'est quand même c'est percutant, tous ces chiffres. Et puis le deuxième, comme vous l'indiquez, c'est Zoom, dont la capitalisation boursière dépasse les 7 plus grandes compagnies aériennes. Donc là, c'est vrai que on a du mal à comprendre. On sait bien que la valorisation d'une entreprise, c'est en gros les promesses qu'elle donne pour le futur. Mais néanmoins, quand on compare les actifs de ces 16 entreprises en termes de flotte, de personnel, etc., et de dire que tout ça ne vaut pas plus que Zoom, bon, c'est quand même... très bien, mais bon... C'est pas grand-chose, mais c'est toujours assez difficile à appréhender, comme on dit. Donc, dernier point, si on prend le chiffre d'Apple, la capitalisation boursière, ça correspond au PIB de l'Espagne. Donc là aussi, c'est quand même assez parlant. Très bien, Guy, je propose qu'on conclue là-dessus. Et puis, je vous remercie déjà d'être avec nous pendant ces quelques minutes. Je vous remercie également nos spectateurs de nous avoir suivis. Et puis, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Edo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.